Bonjour et bienvenue à Ici, vous me disiez toute la vérité. À la faveur du colloque sur le viol en situation de guerre, organisé par le Secours catholique le 23 novembre à l'UNESCO, je reçois Justine Massica, coordinatrice de la Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles, ONG qui depuis 2003 vient en aide aux victimes dans le Nord Kivu en RDC. Bonjour Justine Massica. Bonjour. Depuis ce jour où en 2002, votre chemin a croisé celui d'une vieille dame de 80 ans qui venait d'être violée, votre vie a changé. Vous avez décidé de venir en aide aux victimes de violences sexuelles. Qu'est-ce qui vous donne la force de tenir malgré les menaces et les agressions dont étaient victimes certains membres de votre famille? Je disais que ce qui me donne le courage de continuer, c'est d'abord, je crois, à la dignité de la personne humaine et surtout à la dignité de la femme, mais aussi ma foi chrétienne, parce que je suis chrétienne et je sais s'il m'arrive quelque chose, donc Dieu l'a voulu ainsi. Alors, dans cette région du Nord Kivu, plus que dans les autres régions de la RDC, le viol est devenu une arme de guerre. Pourquoi et comment cette province en est-elle arrivée là? Bon, je dirais que c'est d'abord parce que la province regorge plusieurs ressources naturelles et c'est ce qui fait que la province est enviée par plusieurs personnes. Ce ne sont pas seulement les Congolais, mais aussi les multinationales qui profitent de l'exploitation illicite des ressources naturelles qu'on retrouve en province du Nord Kivu. Mais alors, jusqu'à présent, on avait toujours pensé que Laurent Nkunda, qui semait la terreur dans l'est de la RDC, son arrestation n'a pourtant rien changé. En tout cas, son arrestation n'a rien changé, puisqu'il y a Bosco Ntaganda, que je dirais qu'il est même plus mauvais plus que Laurent Nkunda. Bosco Ntaganda est recherché par la justice internationale, notamment la Cour pénale internationale, pour ce qu'il avait commis en Ituri. Mais aujourd'hui, ce qu'il fait dans le Nord Kivu, c'est plus pire que ce qu'il avait fait en province orientale. Puisqu'aujourd'hui, ce sont des tueries, des enlèvements, des pillages. Donc, ça ne va pas au Nord Kivu. Et tout ça, le gouvernement congolais ne veut pas les faire arrêter ou les traduire à la Cour pénale internationale, puisqu'ils disent au nom de la paix. Et nous qui sommes de la société civile, nous ne voyons pas cette paix, puisque nous sommes en train de mourir, les femmes sont en train d'être violées, il y a des enlèvements un peu partout. Donc on ne voit pas cette paix. Et on ne voit pas pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas donner Bosco Ntaganda à la justice internationale pour qu'il soit puni. Puisque tout ce que les femmes nous demandent, lorsque nous on parle avec les femmes, c'est pour qu'elles puissent voir un jour les auteurs de viols traduits en justice. Alors, depuis 2003, vous avez accompagné près de 8000 femmes. Seules 205 ont eu le courage de porter plainte. Et seulement sur ces 205 plaintes, il y a eu 68 jugements. Alors, comment expliquer, comment mettre fin à l'impunité? Alors que la loi congolaise prévoit justement qu'en cas de viol, il y a un emprisonnement de 20 ans. Il y a plusieurs difficultés que nous rencontrons. Il y a plusieurs obstacles, notamment d'abord le problème géographique. Au Nord Kivu, la province d'où je viens, il n'y a que 3 tribunaux. Un tribunal de grande instance à Goma, un tribunal de paix à Beni et un tribunal secondaire à Butembo. Donc les femmes doivent effectuer des milliers de kilomètres à la recherche de la justice. Et c'est ce qui fait que les femmes ne portent pas plainte. Et une fois, celles qui ont eu le courage de porter plainte, d'aller vers la justice, elles doivent se déplacer jusqu'à Goma ou jusqu'à Butembo ou jusqu'à Beni. Et là, il faut qu'elles aient d'abord de quoi manger, de quoi survivre là-bas. Mais aussi, la justice est payable. Bon, pour illustrer un problème de la justice, là, je vais parler de mon propre cas. Le 18 septembre 2007, ma famille avait été attaquée par 6 militaires. Deux de vos filles? Oui, 2 de mes filles ont été attaquées par des militaires qui me cherchaient, puisque j'avais aidé les femmes à compléter les fiches pour participer aux procédures de la Cour pénale internationale. Le lendemain, je suis allée auprès de l'auditorat militaire, puisqu'on a reconnu les militaires qui nous avaient agressés, qui ont agressé mes enfants.
Et arrivé à l'auditorat militaire, pour déposer ma plainte, on m'avait demandé 5 dollars. Comme je tenais vraiment à ce qu'on puisse punir ces militaires, j'avais donné les 5 dollars. Mais pour aller faire les constats chez moi, ils ont demandé encore 10 dollars. Et j'avais donné l'argent. Pour nous auditionner, ils ont demandé 35 dollars. Donc là, vous voyez, les femmes n'ont pas tout cet argent pour aller en justice. Et là, ça fait que aujourd'hui, nous sommes maintenant à plus de 12 000. Lorsque vous avez parlé de 8 000. Oui, de 8 000, c'était en 2008. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 000. Donc, les femmes qui ont ce courage de se déplacer, on trouve qu'il y a 200. Bon, aujourd'hui, nous sommes même maintenant à plus ou moins 500 plaintes qui ont été déposées. Tout ça à cause des blocages. Donc, il y a aussi la lenteur. Et pour parler pour parler de la lenteur de la justice, depuis 2007 que j'ai déposé ma plainte, jusqu'à aujourd'hui, nos agresseurs n'ont jamais été jugés. 3 ans plus tard. Oui, et pourtant, ils sont bien connus. Mais on ne veut pas les juger. Et ils sont là, au contraire, ils reviennent pour nous intimider. Mais alors, dans un pays en situation de post-conflit, comme l'est la RDC, on peut comprendre que la corruption et l'incompétence de certains juges ne permettent pas à la justice d'être rendue. Mais comment expliquer que malgré la présence d'une force de paix des Nations Unies en RDC, ces viols soient toujours impunis? Moi, je dirais que la force des Nations Unies est dépassée par les événements. Ils sont nombreux. Bien sûr, c'est la plus grande mission qui existe au monde. Mais là, ils sont dépassés par les événements. Puisqu'ils disent que le problème, ce n'est pas même le mandat. Mais ils sont là, ils sont en train d'observer. Et pourtant, comme c'est devenu MONUSCO, il y a la protection des civils, mais les civils sont tués, les civils sont maltraités. Et dernièrement, il y a des cas de Walikale, où les femmes ont été violées en masse à 30 km de la force de MONUSCO. Mais moi, je dis qu'ils sont dépassés par les événements. C'est tout. Alors, quel commentaire faites-vous sur les lenteurs également de la Cour pénale internationale? Parce qu'à ce jour, elle a quand même lancé des enquêtes. En 2008, elle a lancé des enquêtes, mais aujourd'hui, aucune n'a abouti à un jugement. La Cour pénale internationale, elle est d'abord trop loin. Bon, elle est trop lente aussi. Concernant les enquêtes, c'est depuis 2008 qu'ils ont lancé les enquêtes dans les Kivu. Et il n'y a pas un mois qu'ils ont arrêté un FDLR. Moi, je dis que c'est injuste de leur part. Arrêter un chef de FDLR, c'est une bonne chose pour la justice. Mais ça ne diminue pas les degrés. Les souffrances des femmes. Oui, même les degrés de nuisance des FDLR sur le terrain. Puisque là, les chefs restent ici en Europe. Mais sur le terrain, ils font tout ce qu'ils veulent. Et en plus de cela, les FDLR, ils sont là. Ils sont en train d'exploiter les ressources naturelles. Ils sont en train de maltraiter, de violer, de tuer les populations congolaises. Mais ce qui se passe ici en Europe, je crois que ce n'est pas vraiment leur problème. Et il est vrai qu'on a arrêté les chefs des FDLR. Mais dans les Kivu, il n'y a pas seulement les FDLR. Il y a les FRDC, les forces nationales. Là, c'est vraiment un grand problème. Il y a des anciens CNDP, tout ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi seulement arrêter les FDLR et ne pas commencer par les gens qui sont sur le terrain? Là, c'est ça la question que moi je me pose par rapport à la Cour pénale internationale. Et vous pensez qu'il y a une complicité également de la communauté internationale? Quelque part, moi, c'est ce que je pense. Ou une indifférence? Bon, je ne sais pas si c'est une indifférence, bon, puisque moi, ce que je vois, surtout pour la communauté internationale, ils cherchent des solutions aux conséquences. Et chercher des solutions aux conséquences, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pour arrêter ça, oui, oui, donc lorsque je parle des conséquences, c'est la prise en charge, donner de l'aide pour réparer des fistules, donner de l'aide pour que les femmes puissent se reconstruire après les traumatismes vécus. Mais ce que nous demandons est que la communauté internationale puisse s'attaquer... C'est en amont qu'il faut prévoir, il faut prévenir. Oui, qu'il puisse s'attaquer aux causes. Et si on s'attaque aux causes, là, on pourra mettre fin aux violences et même aux atrocités qui se commettent dans les Kivu. Alors, en parlant de dédommagement, le dédommagement financier des victimes, lors de la dernière réunion sur le statut de Rome à Kampala, vous avez interpellé Luis Moreno Campo en disant que les sommes allouées aux femmes étaient dérisoires, 50 $ pour les victimes. Oui, une femme qui a été violée, elle a tout perdu lorsqu'elle a été violée.
On a détruit sa maison. Elle a été détruite elle-même. Elle a tout perdu, elle n'a rien, puisque les femmes qui nous arrivent, elles sont presque nues, pieds nus, donc elles n'ont même rien pour se vêtir. Et lorsqu'on donne 50 $ et on dit que c'est la réinsertion socio-économique, moi je vois qu'on se moque de ces femmes, puisqu'elles n'ont rien. Avec les 50 $, qu'est-ce qu'elles vont faire? Il faut d'abord qu'elles s'occupent. Souvent, lorsqu'une femme est violée, elle est rejetée par sa famille, elle est rejetée par sa communauté, il faut qu'elle recommence une nouvelle vie. Et avec les 50 $, comment elle va s'occuper de ses enfants, puisque souvent ils sont rejetés aussi avec les enfants. Donc, je ne sais pas où elle va commencer avec les 50 $. Il est vrai que pour que nous puissions parler de la réinsertion socio-économique, il faut que nous puissions penser à ce que ces femmes recommencent réellement leur vie, qu'elles puissent avoir un abri où elles vont rester. Et là, je ne dis pas qu'il faut qu'on construise un village pour les femmes violées. Non, non, il faut qu'elles restent dans leur environnement, mais qu'elles puissent avoir un abri, qu'elles puissent recommencer leur vie. Mais alors, pourquoi vos propositions, Justine Massika, ne sont-elles pas entendues, puisque vous êtes sur le terrain depuis si longtemps? Il y a plusieurs intervenants et chacun tire son profit. Il y a plusieurs intervenants et ces intervenants cherchent leur profit au lieu de voir la souffrance des femmes. Et c'est ça le problème que nous avons. Alors, sensibiliser les femmes pour qu'elles cessent de vivre dans la culpabilité, puisqu'elles sont à la fois rejetées, comme vous le disiez, par la société, mais également par leurs hommes. Mais comment arriver à convaincre également les hommes qui les répudient? Au début, on sensibilisait les femmes pour que ces femmes aient accès aux services qui existent, donc à une prise en charge médicale, à un accompagnement psychosocial, à une réinsertion socio-économique. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que les viols, c'est un problème social. Lorsqu'une femme est violée devant son mari, lorsqu'on oblige à un garçon à violer sa maman, lorsqu'on oblige à un papa à violer son... Donc c'est tout le monde qui est concerné, c'est toute la communauté qui est concernée. Aujourd'hui, on travaille plus avec les leaders religieux, les chefs de village, pour qu'ils puissent nous aider dans la prévention, mais aussi dans la protection des femmes victimes de violences sexuelles. Alors comment expliquer, Justine Massika, que la société congolaise, notamment au Nord Kivu, en soit arrivée à cet état d'esprit, cette situation? Là, je dirais que la population congolaise est arrivée à cet état d'esprit puisqu'il y a certains partis au conflit, certains auteurs qui utilisent les viols comme arme de guerre pour assujettir et pour faire asseoir leur pouvoir. Alors parmi les victimes des violences sexuelles, il y a également des hommes. Le sujet est encore plus tabou que en cas de violence faite aux femmes. Comment expliquer que le drame qu'ils vivent soit encore plus révoltant que celui que vivent les femmes? Et d'ailleurs, je dirais même que les hommes n'arrivent pas à supporter cette tragédie, comme vous l'aviez appelée, puisque parmi les effectifs que nous avons accompagnés, on a accompagné 18 hommes. Et parmi ces 18, 5 sont décédés, puisqu'ils n'arrivent pas à supporter cette humiliation, ces traumatismes. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'action des religieux. Quelle est-elle sur le terrain? Comment se manifeste-t-elle sur le terrain? Au début, les religieux, ils étaient un peu réticents. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien, lorsque nous étions partis voir un pasteur... Parce que c'est sur le plan de la morale qu'ils doivent agir. Pour qu'il puisse nous aider dans une médiation, puisque c'était le pasteur qui était la personne influente vis-à-vis d'un mari qui avait rejeté son épouse. Et là, il nous avait dit carrément, et c'est une réalité, ce que vous êtes en train de dire. Et là, on lui a expliqué, et d'ailleurs, nous avons un problème. Nous avons besoin de votre aide pour que cette famille soit réunie. Et aujourd'hui, les églises se sont impliquées, et c'est une bonne chose. Dans les cas de prévention, là où les églises se sont impliquées, puisque c'est une autorité morale qui est plus respectée, là vraiment, on reçoit les victimes pendant les 72 heures. Et là, nous avons la chance que les femmes obtiennent des pilules pour ne pas concevoir et même attraper le VIH-Sida. Alors, à propos de grossesse, dans le cas des enfants qui naissent de ces viols, on parle d'eux en disant que ce sont des enfants serpents. Pourquoi? Ces enfants sont un problème, puisqu'ils ne sont même pas acceptés par leur maman. Puisque leur maman, lorsqu'elle voit ces enfants... C'est le viol.
oui, et se rappellent des traumatismes vécus. Et là, c'est vraiment un problème. Et même dans la communauté, on les appelle par les noms des agresseurs. Donc, c'est vraiment un problème pour ces enfants. Et pourtant, ils sont innocents. Et la législation congolaise n'autorise pas l'avortement. Donc, il y a un devoir pour que nous puissions faire un accompagnement pour que ces mamans acceptent ces enfants. Mais les problèmes que nous rencontrons souvent, lorsque ces enfants sont malades, lorsqu'il faut les scolariser, puisqu'on paye la scolarisation, on nous amène ces enfants. On dit que ce sont nos enfants, puisque c'est nous qui avons sensibilisé la maman pour qu'elle puisse accepter ces enfants. Donc, il faut que nous puissions faire des recherches et essayer de comprendre qu'est-ce que ces enfants deviendront plus tard. Puisque là, nous, en tant qu'une organisation de défense des droits humains, nous n'avons pas de moyens pour que nous puissions nous occuper de ces enfants éternellement. Oui. Mais alors, justement, à propos de moyens, comment vit votre ONG? Bon, il est vrai que les cotisations des membres, puisque c'est une plateforme de 35 organisations, les cotisations des membres ne sont pas suffisantes pour que nous puissions venir en aide à toutes les victimes. Et aussi, nous avons un problème. Lorsque les organisations internationales ont besoin de données, ils viennent vers nous pour nous demander les données. Mais lorsqu'ils font donner des financements, ils disent que les ONG locales n'ont pas la capacité de gérer. Et là, nous avons un problème très sérieux pour avoir des financements. Des fonds pour venir en aide aux victimes. Oui. Alors, de vous, Justine Masséka, on dit que vous êtes la mère Teresa de Goma. C'est un très joli compliment, mais ça veut dire aussi qu'on attend beaucoup de vous. Là, merci pour les compliments, mais je crois que c'est trop exagéré de dire que je suis la mère Teresa. Mais bien sûr, qu'il y a les victimes, lorsqu'ils ont mis confiance à toi, et souvent, lorsqu'on s'est attaqué, surtout lorsqu'on s'est attaqué à ma famille, là, je me suis dit, non, il faut que maintenant que j'abandonne. Mais lorsque les femmes viennent, et tu n'es que leur seul espoir, là, tu te dis, je dois continuer pour pouvoir aider et pour pouvoir lever la voix de ces femmes qui ne peuvent pas. D'être la voix des sans-voix. Oui. Alors, dans un pays comme la RDC, où on connaît le traitement qui est fait aux défenseurs de droits de l'homme, vous devriez plutôt être appelé Mère Courage. Merci. Mais les défenseurs des droits de l'homme, nous avons un problème très sérieux, surtout chez nous au Kivu, je vais parler. Bon, c'est en général, mais surtout au Nord Kivu. Parce qu'on se souvient du cas récent de Floribert Chebeya. Oui, mais au Nord Kivu, le problème qui est là, nous sommes avec des agresseurs, même dans la ville. Et lorsqu'on dénonce ce qu'ils sont en train de faire, ils ne veulent pas vous voir. Et c'est ça le grand problème que nous avons. Puisqu'aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux. Il y a des enlèvements, il y a des tueries. Et même pour nous, on s'attaque à notre famille pour essayer de nous faire taire. Mais nous devons honorer la mémoire des victimes. Et honorer la mémoire des victimes, c'est de pouvoir dénoncer les mal qui se commettent. Alors, en 2007, quand votre famille avait été agressée, il y a eu une mobilisation internationale de certaines ONG qui ont adressé un courrier justement au président Kabila. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse à ce courrier. Mais quel rapport vous entretenez avec les autorités congolaises? Bon, ce que je peux dire au Nord Kivu, vraiment, avec l'autorité locale, on a de bonnes relations. Mais les grands problèmes que nous avons deux gouvernements parallèles au Nord Kivu. Il y a l'autorité qui est reconnue par Kinshasa, mais il y a aussi les groupes armés, comme la CNCNDP. C'est vraiment un gouvernement parallèle, puisqu'ils font payer des taxes, ils menacent les populations. Et dernièrement, même la responsable de Human Rights Watch a été attaquée et menacée à Goma, puisqu'elle a dénoncé certains faits qui ont été commis par les anciens des CNDP. Là, c'est là où nous avons un problème très sérieux. Mais avec les autorités de Kinshasa, surtout les ministres des droits humains, les autres, on est en bonne relation puisqu'on leur donne nos rapports et lorsque nous dénonçons les faits, on leur fait signe. Mais le problème, c'est les gouvernements parallèles. Il n'y a pas vraiment l'autorité de l'État sur la province du Nord Kivu. Et c'est là où nous travaillons. Qu'est-ce qui peut faire changer cette situation? Bon, je crois que, comme je l'ai dit en commençant, il faut d'abord qu'on s'attaque aux causes.
Et là, lorsqu'on parle des causes, il y a plusieurs causes, bien sûr, mais moi, je vois les deux causes majeures. Les causes principales. Oui, les causes principales, c'est d'abord la guerre, qui est alimentée par l'exploitation illicite des ressources naturelles. Il faut qu'on arrive à réglementer l'exploitation des ressources naturelles au Kivu. Et la deuxième cause, c'est l'impunité. Il faut vraiment qu'on arrive à lutter contre l'impunité. Et là, les 10 novembre... Si les coupables étaient sanctionnés et jugés, oui. vous pensez vraiment que ça réduirait le nombre de viols? Oui, surtout puisqu'au Nord Kivu, nous avons... Il faudrait une justice exemplaire. Oui, il faut une justice exemplaire. Par exemple, en parlant de Bosco Taganda. Si Bosco Taganda est remis à la Cour pénale internationale, là, ça verra réfléchir pas mal de personnes qui sont derrière lui. Mais aussi, il y a d'autres personnes comme Innocent Zimulinda. Il est aussi du CNDP, qui a plusieurs massacres en son actif. Si celui-là aussi arrivait à être arrêté, ça sera une bonne chose. Puisqu'en RDC, la justice n'est que pour les petits, des petits poissons, c'est comme ça que je les appelle. Les grandes personnalités, les personnes qui ont l'argent, ils ne sont pas touchés par la justice. C'est une justice à deux vitesses. Oui, c'est vraiment une justice à deux vitesses. Alors en 2008, le gouvernement néerlandais vous a décerné la tulipe des droits de l'homme pour récompenser votre engagement aux côtés des victimes de violences sexuelles. Au vu du flot incessant de victimes, ce n'est pas demain que vous allez croiser les bras, Justine Massika. En 8 ans, quelle est votre plus grande satisfaction, malgré les écueils que vous rencontrez? Bon, il est vrai que là, on a été honoré par la reconnaissance de notre travail par le gouvernement néerlandais. Et même, il y a Pax Christ en 2009 aussi qui nous a décerné notre prix. Là, c'est vraiment la reconnaissance. Et on était fiers qu'il y a quand même quelque part, les gens qui reconnaissent notre travail. Malgré la faiblesse des moyens que vous avez? Oui, malgré la faiblesse des moyens que nous avons. Mais autre chose, on s'est dit, bon, c'est bon de reconnaître notre travail, mais aussi pour les femmes. Une femme qui avait perdu confiance en elle, qui n'avait plus envie de vivre, mais lorsque le travail que tu as fait pour elle fait qu'elle dit que je suis une personne à part entière et je dois aussi me battre, je dois continuer à vivre, là c'est ce qui fait vraiment notre satisfaction. Et c'est ce qui fait que nous puissions continuer avec notre travail. Alors un dernier mot, qu'auriez-vous à dire aux autorités congolaises qui ne semblent pas avoir pris la mesure du drame de ces milliers de femmes? Pour les autorités congolaises, ce que je leur demande, c'est d'abord de voir comment mettre fin à ces calvaires que traversent les femmes. Et surtout, en réformant la justice en RDC. Puisque nous savons que si vraiment les gens sont réellement punis, il y aura baisse des violences sexuelles faites aux femmes. Mais aussi qu'ils puissent réglementer l'exploitation des ressources naturelles. Le salut des femmes passe par là. Oui, moi je crois que vraiment si on arrive à s'attaquer à ces deux choses, là on peut avoir une diminution. Pas vraiment dire qu'il y aura la fin, mais il y aura une diminution sensible des violences sexuelles faites aux femmes. Justine Massika, merci et puis surtout bon courage. Merci beaucoup.